des vins me mène cette fois-ci en France, plus précisément à Bordeaux. Pour une raison évidente, cette région concentre sur 120 000 hectares de vignes des châteaux parmi les plus prestigieux au monde. Le Bordelais compte pas moins de 57 appellations, des milliers de domaines et des centaines de maisons de négoce. Ainsi, dans Bordeaux, au détour d'un quartier, dans un détail architectural et le long des Venelles, je ressens les 2000 ans d'histoire partagée qui ont fait de cette ville l'une des places incontournables de la production viticole dans le monde. Pour débuter ce voyage, j'ai pris rendez-vous sur les quais avec Yves Simone, l'un des garants de la mémoire bordelaise. Il m'a proposé une découverte en bateau sur le fleuve de la Garonne afin de mieux comprendre comment la ville s'est urbanisée autour de son activité viticole. Bonjour. Bonjour. Bon, je savais que vous aviez un super vélo, mais je m'attendais pas à ça. Qu'il est beau, merci encore. Attention, je descends du cheval. Bon, alors vous m'emmenez faire un petit tour? Eh bien oui, sur la Garonne. Ouais. Et j'espère que ça va vous plaire parce que c'est beau. C'est même très beau la Garonne. Ça me plaît déjà. Hein. Qui n'a pas vu Bordeaux n'a rien vu de beau. Ça, c'est une vieille dame qui m'avait appris ça. Eh ouais. C'est bien de passer à Bordeaux parce que, sans fausse modestie, quand même, Bordeaux est une des capitales, pour pas dire la capitale mondiale du vin. Et alors, ce qu'il y a de super, c'est qu'en fait, en se promenant sur un bateau, par les façades des quais, on peut tout à fait raconter l'histoire de Bordeaux et donc du vin de Bordeaux. En avant, mais oui! Merci. Alors, c'est assez facile à définir Bordeaux par rapport au fleuve, une immense courbe, un croissant de lune. C'est ça qui a fait qu'on appelait Bordeaux le port de la Lune. Et puis on a deux façades. Une au sud, vous voyez bien que tous les immeubles se terminent par une même hauteur, même décor, même toit d'ardoise. Et puis la deuxième façade, à droite, c'est la façade nord, c'est la façade des Chartrons. Alors elle est peut-être moins impressionnante que la première d'un point de vue architectural. Toutes les maisons sont différentes les unes des autres, hein. C'est ce qui fait la grande différence. Ces maisons, en fait, elles ne sont pas si anciennes que ça. C'est surtout 18 et 19e siècle. C'est les maisons des grands marchands de vin de Bordeaux, voilà, des négociants qu'on voit en façade. Regardez Luna, les deux maisons les plus anciennes, elles sont du XVIIe siècle, ce sont les maisons dites hollandaises. Les Hollandais qui amènent le soufre, qui permet de conserver le vin au XVIIIe siècle. Et c'est ça qui fait la caractéristique des vins de Bordeaux. C'est les vins, disons, qu'on peut garder. Voilà, c'est ça, les vins de garde. Merci. Je termine mon escapade fluviale essayant d'imaginer l'animation portuaire qui pouvait régner sur les quais des Chartrons jusqu'au siècle dernier. Si aujourd'hui l'activité du port a disparu, il n'empêche que le vin a si indéniablement marqué de son empreinte la ville qu'à chaque pas, le long des rues, sur les places, la ville affirme son lien au vignoble. Après une petite balade, je me rends au château d'Escas pour y retrouver Nathalie Escuredo. Elle a créé des randonnées pédestres afin de découvrir les routes des vins dans la région bordelaise. Elle sera accompagnée par l'un de ses amis bordelais, l'artiste peintre caricaturiste Mika, qui a trouvé un moyen détourné de vivre de ses deux passions, le vin et la peinture. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Nathalie? Je suis Nathalie. Luna. Enchantée. Enchantée. Bonjour. Enchanté, Mika. Patron, un verre, s'il vous plaît, pour notre invité. Moi, je suis ravie d'être là parce que vous avez plein de choses à m'apprendre. J'ai un périple, un joli périple dans le Bordelais. Je vais aller à Saint-Émilion, à Saint-Estève, dans le Sauternais. Je vais pas mal bouger. Et moi, je connais pas trop les terroirs ni les cépages. Et vous êtes un peu le guide idéal pour moi. Alors, en quelques mots, d'abord, Bordeaux, c'est des vins d'assemblage. Ça, c'est vraiment la grosse spécificité. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cépages. Et contrairement à d'autres régions dans le monde, nous, on pense que les assemblées, ça va donner quelque chose de beaucoup plus complexe et surtout de beaucoup plus intéressant. Alors, vous me parlez de Saint-Émilion. Faites-vous aborder ça très, très bien parce que vous partez rive droite. Donc, rive droite, vous allez voir, c'est très vallonné. C'est des très, très beaux paysages. C'est surtout de l'argile et du calcaire. Et ça, c'est très favorable pour le merlot.
Merlot et Cabernet Franc, parce que le Merlot, il a besoin de fraîcheur. Donc le Merlot, c'est la rondeur, les fruits, vous allez voir, c'est quelque chose vraiment de très savoureux, dans les tanins, c'est quelque chose de très souple, c'est des vins très féminins. Et puis après, vous allez traverser l'estuaire, vous partez rive gauche. Donc rive gauche, c'est beaucoup de graves dans le sol, donc la grave, c'est plutôt favorable pour le Cabernet Sauvignon. Donc là, c'est des vins très structurés, beaucoup de tanins. Alors, c'est aussi dans l'élégance, hein, mais c'est des vins très, très différents. Un peu plus viril, exactement, c'est le Médoc. Mais vous allez goûter, vous allez voir des choses très différentes, mais c'est aussi la richesse de Bordeaux, c'est 10 000 propriétés, donc il faut cette richesse. Oui. Voilà. Et puis si vous allez vers Sauternes, alors là, c'est les vins très féminins, très sucrés, ce qu'on appelle les sweet Bordeaux, donc c'est voilà, à déguster avec plein de choses. On pense toujours au foie gras, mais vous verrez, on peut déguster, ça marche aussi très très bien avec des fromages à pâte persillée, avec des poissons grillés, un petit peu comme des Saint-Jacques, ça marche très très bien, avec des poulets grillés, donc faut oser à Bordeaux. Ouais. Et vous, Mika, vous avez mis les mains dedans, mais tout à fait autrement, apparemment. Hein. Oui, non, moi je suis dessinateur, caricaturiste professionnel depuis une quinzaine d'années. J'avais vu qu'un Français qui est peintre, qui était aux États-Unis, avait utilisé du vin pour s'amuser à faire des aquarelles. Et ça avait eu beaucoup de succès. Et je me suis dit, je vais essayer d'adapter cette technique, parce que, voilà, comme dit Nathalie, c'est pas ce qui manque ici comme matière. Il y a même plus de vin que d'encre, finalement. Donc l'idée était de voir si je pouvais adapter à la caricature la technique de peindre avec du vin. Et moi, j'aimerais bien voir le résultat. Non seulement vous allez voir, mais en plus vous allez vous asseoir. Et si vous le permettez, je vais vous croquer. Oula. D'accord. Mais ça ne fait pas mal. Et, ça fait pas mal. Et ce sera sans modération, surtout. Voilà, c'est ça que ça va se passer. On va poser nos verres là. D'accord. Je vous convie à vous asseoir. C'est le vin qui est là, avec lequel vous peignez? C'est ça. Donc vin jaune. Pour en tirer au maximum les tanins. D'accord. Et est-ce que c'est comme l'aquarelle où on fait des couches successives en fait? C'est exactement ça. C'est tout à fait une technique qui s'apparente à la fois à l'aquarelle et au lavis. C'est-à-dire que j'ai mon pinceau avec le vin et un pinceau humidifié, voilà, avec de l'eau pour étirer la matière. D'accord. Faire des nuances, etc. J'en ai des grandes dents. Ah, j'ai été très... Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Ouais, avec plaisir. Caricature peinte avec du vin, je suis très fière. Le lendemain matin, je prends la direction de Saint-Émilion, une des appellations reines de la région. Avec ses 5400 hectares, je découvre un terroir d'exception où la moindre parcelle confère au raisin un caractère unique et reconnaissable. Ma route des vins démarre avec l'un des châteaux les plus prestigieux au monde, Château Cheval Blanc. Un privilège quand on sait que ce château demeure indétrônable depuis 1954 sur la plus haute marche du classement des vins de Saint-Émilion. C'est Pierre Lurton, son directeur, issu d'une très grande famille viticole, qui me fait l'honneur d'une visite privée. Bonjour. Bonjour Luna, quel plaisir de vous accueillir. Ah ben, c'est un plaisir pour moi de découvrir ce domaine mythique qu'est Cheval Blanc. C'est incroyable. Mais je vais vous faire apprécier les lieux et vous conter un petit peu ce qui se passe ici. Ben Luna, puisqu'on est ici, ça serait formidable que vous découvriez ce magnifique chai qui a été construit par Christian de Porzampar, architecte inspiré. Comme on dit, on l'a rêvé, on l'a fait ce chai. Voilà, merci. Je vous en prie. Donc Luna, je vous invite à passer du 19e siècle au 21e. Alors, il nous faut ouvrir cette porte. Voilà. Ah, c'est magnifique. Donc, on est dans la nef centrale. Oui, c'est une nef, oui. Vraiment. Et elle représente 52 cuves. Oui. Et chaque cuve correspond à une parcelle de cheval blanc. D'accord.
Donc tout est vinifié séparément. Je savais que c'était des cuves en béton et je pensais que ce serait beaucoup plus froid. Et en fait, il n'y a aucune impression de froideur. On a au contraire une impression de quelque chose d'organique. Tout le monde est souvent surpris de se dire ils font du vin dans des cuves en béton. Oui, mais la cuve en béton, pour moi, est une des meilleures cuves pour faire des grands vins. La preuve. Bah oui, il y a des cuves en béton dans beaucoup de grands châteaux à Bordeaux. Celles-là sont quand même particulières, quoique belles, elles restent quand même très étudiées. Oui. Elles sont tronconiques, on contrôle la température à l'intérieur. Et alors justement, on ne voit rien de la technique. C'est très sensuel. Finalement, toute l'architecture est très sensuelle. Pour moi, finalement, ça rejoint la grande sensualité de la structure des tanins de cheval blanc. Il y a une notion textile, tactile. Souvent, je parle de tanins de cachemire. Et pour moi, c'est la grande définition d'un grand vin, puisque c'est l'élégance qui s'inscrit dans la durée. Le chai est une véritable œuvre d'art de légèreté et de technicité. Une sorte d'écrin luxueux et fonctionnel. Après un passage au chai à barrique, Pierre me convie à la salle de dégustation. Le moment est venu pour moi de vivre ce dont tout amateur de vin peut rêver, déguster un cheval blanc. 2006. Alors que dire de ce millésime? 2006, une année classique, fraîche. Un mois de septembre avec des journées un peu sèches et des nuits, je dirais, un peu fraîches. Un peu comme si le fruit mûrit dans la journée et se conserve ses arômes grâce à la fraîcheur de la nuit. Vous savez, la maturité d'un raisin doit se faire tout en lenteur. Et 2006, c'était très frais, c'était très lent. Et en fait, c'est un millésime ou un mixte de Cabernet et de Merlot à 50-50. Ah, c'était moitié-moitié. Et on retrouve la grande fraîcheur du Cabernet, son côté un petit peu cassis, et avec ses Merlots toujours très onctueux et très ronds. Toujours une dualité dans le vin de cheval blanc entre la surmaturité parfois du Merlot et la juste maturité d'un Cabernet franc. Ça, c'est intéressant. Tenez, Luna. Donc vous voyez la couleur. Vous avez vu, il y a aussi quand vous tournez votre verre, alors c'est très caractéristique, vous avez du gras qui reste. Donc ce sont des tanins assez enveloppés, très voluptueux. C'est vraiment, si on compare les vins du plateau calcaire de Saint-Émilion, qui ont une certaine aridité, mais des tanins très élégants, une grande fraîcheur, ici on est plus voluptueux, c'est l'argile, c'est les graves, et tout ça donne plus de couleur, plus de profondeur. Et la couleur est liée aussi à l'acidité, parce que là, on a une acidité qui est un peu plus faible, et donc la couleur est plus profonde, elle est plus noire, et puis l'extraction est belle. Magique. Légèrement fumé, un peu toasté, juste une empreinte élégante de barrique, mais beaucoup de fruits, avec ce côté de cassis mûr, bien mûr, un côté un peu épicé, et surtout, c'est long. D'une suavité incroyable. Le mot de suavité s'y prête totalement. Je suppose que votre winemaker va pouvoir m'expliquer un petit peu techniquement, en fait. Il va le faire techniquement, mais avec des mots encore très poétiques. Puisqu'en fait, dans cette affaire, on ne vend que du rêve. Et on vend une passion. Et la technologie n'a pas trop sa place. Merci beaucoup, à vous. Pierre. Merci mille fois. En repartant vers les parcelles qui entourent le domaine, je garde encore en bouche la délicatesse de ce vin aux arômes si complexes. Une expérience inoubliable. Ah bah je me disais bien que je voyais une tête qui dépassait. Bonjour. Vous êtes Pierre-Olivier, bonjour. Exactement. Je suis Luna, Pierre Lurton qui m'a envoyé vous voir. Enchanté. Il m'a dit que vous étiez en train de faire une opération particulière. Alors là, on est dans la dernière ligne droite, c'est qu'on est en train de chercher sur chaque parcelle quel est le moment optimum de ramassage. Donc on est en train de définir le potentiel de chaque parcelle et quand est-ce qu'on doit déclencher l'acte de vendange. D'accord. Et là, c'en est où pour celle-ci, par exemple? Alors, ici, on n'y est pas encore, très clairement. Alors, il y a plusieurs façons. La première chose, évidemment, c'est la science qui nous aide un petit peu. On fait des analyses chimiques, c'est-à-dire qu'on teste tous les paramètres de chacune de nos parcelles et on regarde si analytiquement, sur le papier, on est mûr ou pas.
Mais la base d'un grand vin, c'est évidemment le goût. Donc après, c'est le palais de l'homme qui va définir si on arrive à l'objectif ou non. Donc les critères très simples, c'est on met le raisin dans la bouche et on va regarder plusieurs choses. On va notamment regarder la fluidité de la pulpe, là qui est absolument pas fluide. On voit bien que tout s'attache autour du pépin, que le pépin est encore très vert. Il faudrait que ça se détache pour Exactement, que ce soit... ouais. Il faudrait qu'on arrive à avoir une pulpe qui est beaucoup plus fluide. Et puis le pépin qui est aujourd'hui encore vert fluo, il doit passer à une teinte marron noisette. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout mûr sur cette parcelle. Et puis après, on va beaucoup regarder les peaux. On fait du vin rouge avec les peaux de raisin. Et donc c'est la peau qui teinte, qui amène la structure tannique. Donc on va regarder juste en la mâchant en bouche si la peau se délite facilement, si les tanins qui en sortent sont végétaux ou pas, souples, exactement souples. Et c'est ça qui va définir la date de la vendange. D'accord. C'est particulièrement important à cheval, dans le sens où la grande force de cheval, c'est l'hétérogénéité de son parcellaire. Ici, on a 39 hectares de vignes. Sur ces 39 hectares de vignes, on a 45 unités viticoles, donc 45 parcelles. Qui sont sur des types de sols différents, avec des cépages différents, avec des âges de plantation différents. Cette parcelle ici a pratiquement 80 ans, alors que la parcelle qui est juste à côté a 3 ans. Et donc, évidemment, elles ne vont pas se comporter pareil. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de prendre le raisin à maturité pour chacune des 45 parcelles. D'accord. Donc, on les goûte indépendamment. Et ici, jamais vous verrez des vendanges continues qui se déroulent pendant 3 semaines de suite. D'accord. Chaque parcelle a sa bonne période. Voilà. Donc, on ramasse une demi-journée, on arrête 3 jours, on reprend une journée, on arrête 2 jours, on reprend 2 jours, 14 heures par jour, parce qu'il y a 3 parcelles qui sont prêtes en même temps. C'est de la vendange à la carte. Et la logistique n'a aucune espèce d'importance ici. Là-dedans. D'accord. En fait, qu'est-ce que le Cabernet Franc apporte de différent par rapport au Cabernet Sauvignon? Parce que tout le monde plante du Cabernet Sauvignon. Pourquoi ici le Cabernet Franc et qu'est-ce que ça apporte? Alors le Cabernet Franc, il correspond très bien à un cheval parce que le Cabernet Franc, c'est la délicatesse et la densité en même temps. C'est un cépage qui est très frais, qui a un capital acide assez important et cette acidité pour nous elle est fondamentale. On cherche à faire des vins avec une belle acidité pour traverser le temps. L'acidité, elle va permettre à un vin de vieillir très bien. Un grand vin, c'est un vin qui, quand il est très vieux, paraît très jeune, et pas un vin qui, quand il est très vieux, paraît très vieux. Et donc, cette acidité relativement présente dans nos vins va leur permettre de traverser le temps. D'accord. Ah bah c'est passionnant. Bah merci beaucoup de m'avoir expliqué tout ça. Je vais repartir avec un peu plus de connaissances sur le terroir. Et puis, après avoir goûté ce vin, j'avais très envie de savoir comment il était fait. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Pierre-Olivier. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Avant de quitter le plus ancien terroir de la région bordelaise, je décide de visiter la cité médiévale de Saint-Émilion, qui de par son histoire fut classée en 1999 au patrimoine mondial de l'humanité. Ici, dans une ambiance raffinée, tout nous renvoie au vin. Les plus grands châteaux sont représentés dans le calme et la volupté de la pierre. Le lendemain, sur les conseils de Pierre Lurton, j'emprunte la route qui traverse les vignobles des Côtes de Blaye pour me rendre dans le Médoc, une région qui regroupe un grand nombre de grands crus classés. Pour découvrir ce fameux terroir, je m'offre un moment d'évasion en traversant la Gironde. Une occasion de prendre le temps et de découvrir un paysage surprenant d'îles inhabitées et de cabanes appelées carlets qui se dressent au-dessus des eaux. La route des vins qui mène au vignoble médocain est assurément l'une des plus belles. Cette escapade me mène naturellement à Pauillac, au château Lingebage, un grand cru classé reconnu. Ce château, sous la direction de la famille Cazes, s'est lancé dans un nouveau concept, proposer un service de production de vin dédié aux particuliers. C'est Steven Bolger, un franco-américain responsable du projet, qui m'y accueille. Bleu, blanc, rouge. Steven. Enchanté. Enchanté.
Bienvenue à votre chai. Mon chai, donc je vais faire mon vin. En effet, vous êtes là pour réaliser votre propre cuvée. Ça, c'est formidable. Exact. Alors, comment ça se passe? Voici les cuves qui sont mises à disposition pour notre clientèle. Chaque cuve représente une parcelle et un cépage. Et on les garde séparés jusqu'à la fin du processus. Dès que les vins sont écoulés de la cuve, elles vont dans des barriques qui sont identifiées individuellement et elles ne seront pas assemblées jusqu'à ce que chaque client décide leur assemblage final. Donc cet assemblage, on peut voir comment ça se passe? On va y aller tout de suite. On y va? Super. Alors, venez dans notre salle d'assemblage. Tu es prêt à faire la version 2011 de Luna Wines? Il y a mon nom sur les étiquettes. C'est extraordinaire. C'est tous les éléments de base. Et chaque parcelle est représentée là pour qu'on puisse les mettre ensemble pour représenter le style et la qualité du vin que vous cherchez à faire. Donc la première question que je te pose, c'est quel style de vin veux-tu produire? Est-ce que tu es plutôt rive droite, rive gauche, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc? Et en fait, moi j'aimerais bien travailler avec une bonne quantité de Cabernet Franc, mais pas mal de Merlot aussi. Et néanmoins, un peu de Cabernet Sauvignon, mais peut-être 15% de Cabernet Sauvignon. Ah, vous avez déjà bien étudié la question. Bravo, bravo. On y va, on attaque. On attaque. L'alchimie s'opère avec délicatesse. Les parcelles sont assemblées et j'attends impatiente et curieuse de déguster ma proposition. Surtout que Jean-Charles Cazes, qui a pris la relève de son père sur l'ensemble des vignobles familiaux, doit nous rejoindre. Tiens. Ah, bonjour Jean-Charles. Oui, très bien. Je suis contente de vous rencontrer. Moi aussi. Il est l'heure de travailler. Oh là là, quel moment de grande émotion. Le premier assemblage. Vous me direz ce que vous pensez. Je suis assez fière en fait. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est épicé, c'est rond, c'est soyeux en même temps. Ouais. C'est un vin qui est gourmand, qui est très agréable et je pense qu'il vieillira très bien aussi. Donc c'est un bel assemblage. Merci beaucoup, c'était une expérience incroyable. Félicitations. Merci Jean-Charles. C'est grâce à vous. Merci beaucoup de m'avoir permis ça. Remise de mes émotions et fière de ma première cuvée, je décide de partir à la rencontre de Jean-Michel Cazes. C'est lui qui a décidé de redonner vie au hameau de Sens en faisant de Bages un village de saveurs et de vin. Bonjour Monsieur Cazes, on m'a dit que je vous trouverais à la terrasse du café. Très bien, merci. Et vous? Merci beaucoup. Alors, il paraît que ce village a une histoire extraordinaire parce qu'il n'aurait pas dû survivre normalement. Et il était mal parti. Oui. Il était mal parti. En fait, c'est un village qui est très ancien. Les constructions sont anciennes. Et il y avait beaucoup de vignerons ou d'ouvriers agricoles ici dans le temps. Mais comme tous les villages de France, il s'est dépeuplé au fil des générations. Et depuis 50 ans, il avait perdu tous ses habitants. Alors ça nous a fait réfléchir et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut dans un village. Et on veut faire revivre le village, ce qui me tenait à cœur, et je ne vous le cache pas, parce que j'y avais vécu beaucoup étant enfant. Je voulais que ce soit un endroit où les gens du cru, les gens locaux, puissent l'approprier et que les gens qui ne sont pas d'ici puissent les rencontrer. Donc, en fait, c'est un vrai lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, voilà, exactement. C'est ce qu'on a voulu faire. Et je crois que ça fonctionne et ça me fait très plaisir. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse un petit tour, on y va. Avec joie. Merci. Au bonheur des visiteurs étrangers, on retrouve la brasserie française, l'épicerie fine, la boucherie, la mairie et son drapeau, une aire de jeu et un terrain de pétanque. Tout est là pour faire de Bages un village à la française par excellence. Le château Linge-Bages est un formidable ambassadeur de la viticulture dans le Médoc, chaleureux et ancré dans des racines rurales profondes.
Protégés par le fleuve, les vignobles du Médoc profitent d'un climat favorable. Bercé par les îles de l'estuaire, au rythme des marées, je termine ma journée sur la Gironde dans un cadre magique au coucher du soleil. Un pur bonheur. La route des vins du Médoc serpente au milieu des appellations. Les grands crus se succèdent et les paysages s'offrent au regard des plus curieux. Elle regroupe de très nombreux châteaux aux architectures imposantes et parfois insolites, dont le Cos d'Estournel, un grand cru de Saint-Estèphe. En 1763, le fondateur de cette propriété, Louis-Gaspard d'Estournel, qui fut aussi appelé le Maharaja de Saint-Estèphe, surmonta ses chais de pagodes exotiques en souvenir de ses voyages. Je suis attendue par Dominique Arangoy, le responsable technique du domaine, en espérant profiter des premières rentrées de raisins blancs de l'année. Bonjour. Bonjour Luna. Dominique, Oui. Bon, bah merci beaucoup, c'est magnifique. Bienvenue ici, à Kos. Bah merci. Ça a été la route, ouais? Super, super. Vous avez pris la route des châteaux? Oui, bah j'en ai vu plein, mais pas des comme celui-là. Hein. Ah, c'est que le début, vous avez rien vu encore. Hein? Ah non, mais il est impressionnant. On va aller voir vraiment. ça. Ouais. Voilà, c'est là-bas que ça se passe. D'accord. Ah, mais il y a du monde. Ben oui, c'est notre personnel permanent, donc c'est les premiers raisins blancs. Wow. Ils arrivent en cagette depuis le vignoble. Ok. On vide les cagettes au bout et ensuite on trie. En principe, on enlève toutes les baies qui ne sont pas jaunes. D'accord. Voilà. Donc c'est les baies marrons qui ont été un peu abîmées ou desséchées par le soleil. Je peux essayer? Bien sûr. Alors, celle-là, non. Celle-là, non. C'est du Sauvignon blanc, donc c'est un raisin très aromatique. Il est délicieux en plus. Qu'on refroidit toute la nuit avant d'être trié. D'accord. Et ensuite, là, il Et repart. ensuite, il y a un tapis roulant et il part dans une cage. On appelle ça la cage du pressoir. C'est là qu'on va comprimer le raisin pour qu'il sorte du jus. Et le jus, c'est le futur vin blanc. Donc avec cette quantité de raisin, on va récupérer à peu près l'équivalent d'une barrique et demie. Ce liquide, il file où ensuite? Alors ce liquide, la cage, on va d'abord la remplir et on va la transporter dans la zone de pressurage. Donc là, on est à l'endroit où le jus qu'on a vu tout à l'heure arrive. Oui, par les tuyaux, hein. on est 7 mètres en dessous des pressoirs qu'on 7 vient de voir. Donc par gravité, le jus arrive tout doucement D'accord. et on remplira les barriques Les unes après les autres, comme ça. Voilà. Et on peut goûter. On peut. On va essayer d'avoir quelques gouttes. Bon, j'essaye. C'est fou ce qu'il est sucré. Oh, ultra aromatique, c'est incroyable. Ça a le goût du raisin qu'on vient de goûter. C'est un jus de raisin, mais c'est le meilleur jus de raisin que j'ai jamais bu. Hein. Oh là là, il est que en douceur, quoi. Et pour le moment, il n'y a que du sucre, donc demain, il va commencer à fermenter. Ça sera du vin dans 10 jours. D'accord, dans 10 jours déjà, ça va super vite en fait. Oui. Extraordinaire. Et il va rester dans cette barrique-là Jusqu'au mois d'avril. jusqu'au mois d'avril. Et ensuite, Ensuite, on le remonte en cuve et on le mettra en bouteille. Bah, c'était délicieux. Hein. Merci. Après cette dégustation, je parcours le nouveau et très imposant chai unique au monde réalisé à la fin des années 2000 par l'architecte français Jean-Michel Villemotte. L'intérieur du bâtiment pagode est décoré comme un hommage au palais des Maharajas du Rajasthan.
Bien loin des terres du Médoc, c'est au cœur de l'appellation des Graves que ma route se poursuit. Non pas pour la visite d'un château, mais pour la découverte d'un centre de vinothérapie. Ce complexe de luxe offre l'alliance thérapeutique d'une eau de source chaude aux extraits de vigne et de raisin. Bonjour. Bonjour Alice, Luna. C'est Alice Tourbier, la fondatrice et propriétaire, qui me reçoit dans son établissement. Ah, c'est magnifique. La vue sur les vignes, le plan d'eau. C'est sublime. C'est un hôtel qu'on a construit il y a 12 ans. En fait, on est sur la propriété viticole de mes parents et on produit du vin blanc et du vin rouge. D'accord. Et ici, on a décidé avec mon mari de construire un hôtel en faisant venir un sourcier. On s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait une source d'eau chaude. Et j'ai demandé à ma sœur qui fait des crèmes Caudalie à base de pépins de raisin de développer un centre de vinothérapie. Et on associe l'eau de source aux bienfaits des extraits de vigne et de raisin. C'est des chercheurs de la faculté de pharmacie qui ont trouvé que dans les pépins de raisin, il y avait des principes actifs anti-âge. D'accord. Et le spa, c'est ce bâtiment que je vois là, qui est très beau. Exactement. Mais d'ailleurs, je crois qu'on a un peu de place cet après-midi, si ça vous tente d'essayer un soin. Ce serait pas de refus. Avec joie, oui. Eh bien, avec ça grand me ferait du plaisir. bien après la longue route. Alice, j'ai une requête un peu audacieuse. C'est que, en fait, à chacun de mes voyages, j'essaye de rencontrer un grand chef. Et ici, je sais que vous avez un grand chef que j'aime beaucoup, Nicolas Mas. Et je me demande, parce que j'aurais bien voulu qu'il m'explique un peu les accords mets-vins. Et on est quand même dans l'endroit idéal pour ça. Et je ne sais pas s'il aurait un petit peu de temps à consacrer. Je pense qu'il n'y aura aucun souci. Oui. Nicolas est charmant, vous allez voir. Et il suffit de lui demander. Mais à mon avis, il dira oui. Bon, bah super. On lui demande. Avec plaisir. Merci. Chef. Oui. Alors, Luna rêve de faire un plat Oui. avec vous. Est-ce que ça vous paraît possible? Avec plaisir, ça tombe bien, on est en train de préparer un nouveau plat. Génial, vous voyez, je vous avais dit qu'il était sympa. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, Je vous laisse tous les deux et bonne on va y aller. préparation. Merci beaucoup, À Alice. bientôt. À bientôt. Je vous invite à enlever votre veste, vous mettre à l'aise. Hop. Nicolas Mas, chef étoilé, est un passionné. Il est reconnu par ses pairs pour s'appuyer avec talent sur la richesse culinaire de la région Aquitaine. Ok, je suis prête. Ok, écoutez, on va faire un plat autour de la région. Donc on va préparer un filet de bœuf blonde aquitaine. On va tout simplement le rôtir, on va faire un petit gratin avec des cèpes du Médoc. D'accord. Et on va revisiter un petit peu la sauce bordelaise. La sauce bordelaise, c'est une sauce à base de vin rouge, de moelle et de beurre et des échalotes. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Tailler les cèpes. Voilà, hop, on va prendre les cèpes. On ne peut pas dire que je commence par le plus compliqué, mais la découpe des aliments reste une phase importante, surtout dans la cuisine d'un étoilé. Sans se couper les doigts. Très vite, Nicolas les fait revenir avec de l'huile afin de les dorer. Une sublime odeur de noisettes se dégage de la poêle. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Pour créer du volume dans l'architecture du plat, on place les cèpes dans un emporte-pièce. Ça me donne terriblement faim. De belles tranches. De belles tranches de filet de bœuf. Comme ça? Nicolas se charge de la sauce bordelaise et moi, je prends vite mes responsabilités face à la cuisson de la viande. Puis vient la subtilité olfactive. Nicolas dépose sa pâte à base de parmesan et de poudre d'amande sur les cèpes. Reste la moelle à faire passer au grill pour un léger aller-retour. Seconde. Et le moment délicat tant attendu, le dressage. Hop, voilà. Je vais rajouter donc un tout petit peu de fleur de sel sur la viande. C'est magnifique parce qu'on a les contrastes de texture, de brillance dans l'assiette. Là, le cèpe, c'est un petit peu mat sur le dessus, mais ça brille sur les bords, la moelle ici. C'est vraiment une œuvre d'art, hein, une belle création. Ouais, merci beaucoup. Ça te plaît? C'est trop bon. Servi avec un Smith au Lafitte, la viande, la moelle, les cèpes et la sauce au vin prennent toutes leurs dimensions. Magnifique. C'est un mariage sublime parce que là, on a juste la pointe d'acidité qui donne envie de revenir sur la moelle. Quelque chose de doux. Il n'est pas du tout écrasant et en même temps, il est vraiment
voluptueux. Voilà, c'est le mot. Exactement, voluptueux. Très voluptueux. Merci. C'était un bonheur C'était un plaisir, en tout cas, de partager cuisiner. ce moment avec toi. Un petit souvenir justement de la région aquitaine, que des beaux produits. Ah mais ça, je confirme. Merci beaucoup. Après ce plat succulent, je termine en beauté ma journée par un passage au spa de vinothérapie. Voilà, je suis prête. Parfait, Luna. Prête à vivre l'expérience de la vinothérapie? Ah oui. Allez, je vous amène en cabine. Merci. Donc, nous allons faire le gommage croche cabernet. C'est un soin emblématique de la vinothérapie. Et puis, vous avez fait de la cuisine avec Nicolas Mas et on va continuer la cuisine avec des ingrédients. Super, merci. Nous allons faire un gommage du corps avec du miel de Gironde, un miel toute fleur. Je vais associer des pépins de raisin. Donc les pépins de raisin vont avoir une action exfoliante, ça va gommer. On va rajouter de l'huile de pépins de raisin qui va nourrir, hydrater votre peau. Du sucre brun qui permettra une exfoliation, un gommage du corps. Et on va compléter avec le concentré minceur à base de citron, de verveine des Indes, notre concentré Caudalie qui va drainer. D'accord. Donc voilà, c'est une préparation maison. Et vous allez pouvoir en profiter maintenant. Vous allez vous allonger sur la table et je vais vous appliquer ça sur le corps. Tout va bien, Luna? Ah oui. Alors, on va pouvoir commencer le gommage croche cabernet. Délicieux de douceur, je garderai un grand souvenir de ce massage au pépins de raisin. Détendue, je quitte les Graves pour me rendre plus au sud, dans la région du Sauternais, pour une nouvelle découverte, celle du vin blanc liquoreux par excellence, le château Yquem. Le seul Sauterne classé premier cru supérieur. Il est considéré comme le meilleur vin liquoreux au monde et il le doit à une pourriture noble causée par un champignon appelé botrytis. J'y suis attendue par l'une des rares femmes maîtres de chai. Depuis plus de 10 ans, Sandrine Garbaille vinifie et élève ce fameux nectar. C'est Luna. Bonjour Luna. Enchantée aussi. Bienvenue à Yquem. Écoutez, merci. Voilà. Donc je vous propose qu'on aille à la vigne de suite. On va pouvoir le voir comme ça. Essayer de passer entre les gouttes. Parfait. On y va. Nous allons aller voir une parcelle de sémillon qui est juste devant l'accueil. Et en termes de répartition justement des cépages, l'encépagement, c'est combien de pourcents de sémillon, combien de pourcents de sauvignon blanc? En fait, on a 80% de sémillon et 20% de sauvignon blanc. D'accord. Voilà. Alors, on a 100 hectares de vignes tout autour du château. D'accord. C'est un grand vignoble, Yquem. C'est immense, 100 hectares. Oui, oui. Et alors là, par exemple, entre les deux cépages que vous avez, est-ce qu'il y en a un qui se prête davantage au botrytis, qui est plus sujet au Oui. botrytis Alors, les deux sont sensibles au botrytis, mais le sémillon est le cépage roi de la pourriture noble. C'est vraiment lui qui va amener toute la structure ensuite du vin. Donc lui se prête particulièrement bien au botrytis. Le sauvignon, lui, va apporter tout l'aspect aromatique, la fraîcheur, la vivacité. Donc on en a besoin aussi. Habituellement, on peut dire qu'on récolte quand? Quelle est la période? La période vraiment classique, c'est le grand rush des vendanges, c'est entre le 1er et 15 octobre. Voilà, on voit ici un début de botrytisation. Vous voyez les taches qui commencent à apparaître sur les raisins, ou ici on le voit bien aussi. D'accord. Donc là, le raisin doré est mûr et on voit le champignon qui commence à se développer sous la peau. C'est en surface, ça ou Voilà, c'est à l'intérieur. Voilà, il se développe développe sous la peau et donc la peau ne va plus avoir son rôle de barrière et elle va laisser l'eau de l'intérieur du grain s'échapper à l'extérieur. Et du coup, les sucres vont se concentrer à l'intérieur du grain. C'est vraiment ça le processus de
de pourriture noble, le champignon n'apporte rien en sucre, en acide. Au contraire, il en consomme un peu. Mais par son action, le grain va se concentrer, se sécher sur pied. D'accord. Ensuite, le champignon va quand même avoir un rôle aromatique puisqu'il va transformer les parfums du raisin. Et c'est en cela que les vins liquoreux issus de pourriture noble sont aussi spécifiques avec ces arômes de confit, de confiture, en fait, de fruits cuits apportés par Botrytis. C'est-à-dire que si on avait fait sécher le raisin autrement, par exemple au soleil, on n'aurait pas ça. Exactement, ça ne serait pas les mêmes parfums, il n'y aurait pas la même complexité. Tout à fait. Alors là, on a un peu de passerillage, vous voyez. Donc ça, c'est pas vraiment Botrytis, c'est plutôt des raisins qui ont séché par le soleil. Ah, ok. Et là, on dit passerillé. Passerillé, ça s'appelle, voilà. Et dû aux conditions très sèches du millésime. Ah oui, quand même, vous avez sorti un 2009, c'est un beau millésime, ça, c'est gentil. Eh oui, bah quand même, tant qu'à faire, on va goûter un grand millésime. Ah là là. C'est un des derniers plus grands millésimes de Sauternes, de Bordeaux aussi. Oui. Et on est très très fiers de ce vin-là. Bon, ben, je me fais une joie. La dégustation d'un château Yquem est un moment qui ne s'oublie pas. Contrairement à la plupart des vins blancs qui vieillissent mal, Yquem gagne en maturité et peut se bonifier indéfiniment. Il le doit à l'importante quantité de sucre résiduel qui se combine à l'acidité naturelle de ses raisins. Ainsi, un Yquem de 200 ans a été vendu à Londres pour 85 000 €, devenant la bouteille de vin blanc la plus chère au monde. La perfection n'a pas de prix. Bon, bah ça, c'est un très grand moment. Ça l'est toujours. Je crois une dégustation d'Yquem ne peut pas s'oublier et laisse toujours un moment très privilégié où on oublie tout le temps et où on se concentre vraiment sur ce grand plaisir de la dégustation. Bah, mille merci Sandrine, c'était un très beau cadeau que vous m'avez fait et puis c'était une joie de visiter Château d'Yquem avec vous. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci. Merci à vous Luna, à une prochaine fois. Le moment est venu pour moi de quitter la région bordelaise et de laisser ces prestigieuses appellations pour me rendre sur la côte basque à Saint-Jean-de-Luz, proche de la frontière espagnole. Si Bordeaux est la capitale du vin dans le grand sud-ouest de la France, il n'en reste pas moins que de nombreuses appellations plus ou moins connues s'étendent sur tout le territoire aquitain. Arrivé sur Saint-Jean-de-Luz, je me rends dans une ambiance estivale au fort de Socoa, où Emmanuel Poirmeur, un jeune viticulteur, a créé la première propriété viticole sur la côte basque française. Il y produit un vin blanc perlé du nom d'Egia Tegia, qui signifie en langue basque l'atelier des vérités. Bonjour. Bonjour, Luna, c'est ça? Emmanuel. Exactement. Rentrez. Merci. Vous tombez bien. Ah oui? Ouais. On a vendangé la semaine dernière. D'accord. En fait, le week-end dernier. Et donc, c'est le début de la fermentation. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes là, c'est l'occasion. On va mesurer à la fois le taux de sucre et la densité pour voir si la fermentation démarre bien. Bien sûr. Regardez. Ok. Et donc là, le taux de sucre, ça vous dit quoi finalement Alors, le degré d'alcool que le vin aura. D'accord. Une fois la fermentation passée. Et là, on regarde la densité. Et donc, elle va descendre plus l'alcool plus le sucre est transformé en alcool. D'accord. Et donc, ça permet de voir que la fermentation se déroule bien. D'accord. Alors là, qu'est-ce que ça dit? Regardez. Là, on est à 1090. Et c'est bien ça? C'est bien, c'est-à-dire qu'on a environ un 12,5 degrés d'alcool potentiel. Ah, c'est bien. Voilà. Oui, non, c'est très bien. Et elles sont où les vignes? Alors, c'est vrai que vous ne les avez pas vues? Non. Non, c'est ça. Alors, ici, on est sur la côte basque, voilà, à Saint-Jean-de-Luz. Et les vignes, elles sont à 3 km d'ici, sur la falaise. Donc, le site classé qu'on appelle la Corniche basque. Juste là, exactement. J'aimerais bien voir ça parce que des vignes qui donnent sur l'océan, ça doit être sympa quand même. Comme panorama. Surtout, c'est rare. Je crois qu'on est quasiment les seuls sur la côte atlantique. En prenant la route de la Corniche de Saint-Jean-de-Luz, je découvre un site magnifique où les Pyrénées plongent dans l'Atlantique. Les vignes d'Emmanuel se dressent fièrement sur une crête entre océan et montagne. Le cadre est idyllique. De la parcelle située sur un site classé, on aperçoit le château d'Abadia d'Andaille et les massifs de la Rune, des Trois Couronnes et du Mont Jesquibel. La mer est omniprésente, les vignes bénéficient de la réflexion du soleil sur l'océan.
un cadre parfait pour réintroduire la viticulture au Pays Basque. Ça va peut-être vous paraître bizarre comme question, mais est-ce que du coup, la vigne, elle est salée ou pas? Du fait des vents, effectivement, on a un peu de sel sur les feuilles et les raisins. Ouais. Ça se trouve, cette petite touche un peu minérale, saline, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que j'ai déposé en 2007 en fait, le brevet de vinification sous l'eau. Et donc les cuves que vous avez vues tout à l'heure. Oui. Voilà, une fois que la première fermentation est passée, je fais une champanisation en cuve et sous l'eau. En fait, comme on élabore un vin effervescent dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Moi, je me sers de la mer donc, comme ressource énergétique, qui, avec une température très stable. Donc, on a une inertie de température, on a une agitation en permanence, avec les courants de marée, et on a une contre-pression parce que le poids de l'eau appuie sur les cuves. Alors, on est à 15 mètres de profondeur, 15 mètres à marée haute, ce qui fait que les cuves sont soumises à 2,5 bars de pression, mais quand même. Et à une température de 10 à 13 degrés. D'accord. Et avec une variation de pression qui s'exerce d'une demi-atmosphère toutes les 6 heures. Donc, ce qu'on suppose, c'est qu'il se passe sous l'eau une sorte d'effet un peu vortex ou machine à laver, mais on est complètement protégé de l'oxygène puisqu'on est au plus profond de la baie. Et vous, du coup, vous plongez de temps en temps pour aller voir ce qui se passe? Bien sûr, on est obligé. Je travaille aussi avec des plongeurs spécialisés. Et il y aurait moyen que je plonge, moi? On peut y aller. De toute façon, moi, j'y vais demain matin. Je veux voir ça. Je serai là demain matin. Tôt. 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 Bonjour Emmanuel. Bonjour Luna. Ça va? Très bien, très bien. Prendre la mer pour visiter un chai est pour moi une première, et encore plus quand ce chai se trouve immergé à 15 mètres de profondeur. Avant de rencontrer Emmanuel, je n'imaginais pas que l'océan puisse servir d'élément de vinification. Cette sortie sous l'eau est l'occasion d'observer les cuves en béton afin de voir si l'agitation par les courants, la houle et les marées n'ont rien modifié à l'implantation de ce chai sous la mer. La configuration de ce chai est étonnante. 2 gros blocs de béton spartiates ancrés au fond de la baie. Rien n'a bougé, tout est resté figé. Une bonne nouvelle pour son propriétaire. Nickel. Mon passage dans le Pays Basque touche à sa fin. Je pars retrouver Emmanuel au soleil couchant chez ses amis restaurateurs qui lui ont fait confiance dès son installation dans la région. Une occasion de goûter enfin au fameux Egia Tegia. Bon ben... Oh, c'est génial, il est légèrement pétillant, hein. Frais. Moi, je dessine en fait des vins pour qu'ils aillent ici avec ce qu'on mange. D'accord. Donc tu vois, c'est toujours un peu bigarré. Souvent, on mélange charcuterie, poisson, un peu tout. Et je cherche un profil aromatique hyper salin et sur le citron et les agrumes. Bah écoute, je te remercie vraiment Emmanuel parce qu'entre la corniche hier, la plongée ce matin, j'ai passé un super séjour ici à Saint-Jean, à la tienne. Et merci. Pour terminer ma route des vins dans le grand sud-ouest de la France, j'avais envie de découvrir les Pyrénées avec leurs montagnes et leur art de vivre. C'est dans le pays Toy, en Bigorre, au pied du pic du Midi, que j'ai rendez-vous avec des bergers qui perpétuent l'art de la table et de la convivialité. Proche de ces montagnes, on produit un vin très sombre et puissant, apprécié des Pyrénéens, le Madiran. Enchantée. Enchanté. Ça va? Oui, ça va bien. Jean-Michel, on prend Oui, le chemin on va prendre le chemin, on va prendre le chemin des brebis, oui. Ouais. Allez. Loin des châteaux bordelais, loin de la côte basque et de sa vinification sous l'eau, c'est quasiment en famille que je participe avec mes hôtes de la ferme des Cascades à la rentrée des brebis. Oui, oh oui. Oh oui, tu me fais un câlin.
Luna, tout est prêt. voilà, assieds-toi, on est au casse-croûte là, tu vas goûter trop mal avant de partir quand même. Allez. Oh là là. Ah voilà. Tous ces Voilà. fromages. Ah ben, c'est tous les fromages de la ferme des Cascades que tu as là. Tu as le petit frais, le frais aux herbes, en chèvre, les moelleux, les pyramides. Et puis il y a un scoop là, c'est celui-là, regarde, il part tout seul. C'est quoi ça? La fondue pyrénéenne, un chèvre vache. Là, là, là. Et on t'a mis ça avec un petit Madiran. Oh là là. Il est de Heidiz, à côté de Madiran, un petit village à côté de Madiran, aux confins du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. C'est aux confins des 3 départements. D'accord. C'est un vin qui a donc 3 ans, il est déjà arrondi, il est prêt. Il peut se garder 7-8 ans, 9 ans, 10 ans. Il ne va pas se garder 15 ans. Parce qu'ils n'ont pas voulu forcer le cépage Tanat. D'accord. Et les œnologues qui font forcer le cépage Tanat au vin, ben, Ouais, le Tanat, ça fait vieillit bien, mais des c'est vrai viticulteurs qui font faillite parce que les viticulteurs de Madiran n'ont pas les moyens de garder 15 ans du vin comme dans le Bordeaux. Bien sûr. Et ça, c'est un vin qui tourne très très bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à verser. Il n'y a plus qu'à verser. Bon, je vais s'il y a un petit... Salut. Salut, Mirano Sos. Salut. Salut. Il est plutôt qu'il est beau. Ah oui, ça. Oh, c'est puissant, hein? Oui. Ça, c'est du vin pour homme. Hein. Je ne pouvais pas mieux finir mon voyage en France. Du fromage, du vin, des amis et beaucoup de souvenirs à partager sur une route des vins riche de découvertes, d'émotions et de rencontres.